Bonsoir à tous et à toutes. Merci de vous être déplacés ici ce soir. Et effectivement, ça fait maintenant quelques temps déjà qu'on travaille avec Michel et avec l'équipe du Théâtre de la Cité. C'est toujours un plaisir de revenir. Et donc ce soir, j'espère que le micro ne va pas trop fort. C'est parfait. Et donc ce soir, je voulais, en première partie du film, vous livrer quelques réflexions sur comment nous allons devoir, mais aussi comment nous pourrions habiter l'Anthropocène. Il y a 12 000 ans de cela, l'homme s'est sédentarisé et a commencé l'agriculture. Et cette période de sédentarisation de l'agriculture a permis qu'on entre dans une période géologique qu'on a appelée l'Holocène, et qui a duré environ 12 000 ans, et qui s'est caractérisée par une très grande stabilité du climat mondial. Et grâce aux expéditions que mènent les scientifiques, notamment au pôle Nord et au pôle Sud, on peut aujourd'hui reconstituer quelle a été la composition de l'atmosphère il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans. Parce que la glace se forme par couches successives, et en forant et en extrayant des carottes de glace, il est possible, en les analysant en laboratoire, de reconstituer la composition de l'atmosphère au moment où la couche de glace s'est formée. C'est ainsi qu'on a pu établir que pendant les 12 000 dernières années, le taux de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère était resté constant à 270 parties par million. Et puis, à partir de la fin du XIXe siècle, ce taux a commencé à monter drastiquement. Quand je suis né en 1980, on était à 337 parties par million. Aujourd'hui, on est à 420 parties par million. Et si on veut garder l'objectif des accords de Paris, c'est-à-dire de limiter la hausse de température à 2 degrés, il faut stabiliser ce niveau à 450 parties par million maximum. Chaque année, nous augmentons ce taux d'environ 2,5 parties par million. On est à 420, on prend 2,5 dans la vue chaque année, et donc vous aurez rapidement fait le compte que d'ici 12 ou 15 ans, nous serons arrivés à ce taux de 450 parties par million. Et donc c'est un changement radical des conditions climatiques sur la Terre. C'est un changement radical de la composition de l'atmosphère. Et il y a à peu près 20 ans de cela, en 2000 exactement, lors d'un congrès de géologie à Mexico, les géologues se présentaient les uns après les autres pour faire des exposés à la tribune, et chacun d'expliquer à quel point les transformations que l'homme avait infligées à la planète se marquaient désormais dans les couches géologiques de la Terre. Et comme il était désormais possible d'identifier l'empreinte humaine dans les couches géologiques de la planète. Et à ce moment-là, en assistant à cette litanie d'exposés, un des participants du congrès, qui s'appelait Paul Crutzen, qui est un prix Nobel de chimie, s'est levé et a dit bruyamment « Mais vous ne comprenez pas. Ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de montrer, c'est en fait que nous avons changé de période géologique, que nous avons quitté l'Holocène pour entrer dans une nouvelle période géologique qui est en fait l'âge des humains, l'Anthropocène. Et depuis une vingtaine d'années, depuis cet incident de séance lors du congrès de géologie à Mexico, les géologues considèrent pour la plupart que nous avons effectivement quitté l'Holocène, dans laquelle nous étions donc pendant les 12 000 dernières années,
pour entrer dans cette période géologique nouvelle, l'Anthropocène. Et ce qui caractérise l'Anthropocène, c'est le fait que l'empreinte humaine est désormais détectable dans les couches géologiques de la Terre. C'est très significatif. Et ça bouleverse complètement notre rapport aux échelles de temps et d'espace. Notamment parce que ça nous confronte à la perspective, tout d'abord, de notre propre disparition. Si l'Anthropocène est l'âge des humains, très logiquement, la période géologique qui suivra l'Anthropocène sera l'âge post-humain. Il n'y aura évidemment pas de commission internationale de géologie pour en décider. Mais aussi et surtout, parce que ça nous force à reconsidérer profondément notre rapport à la Terre et notre rapport à l'environnement. Nous avons, jusqu'ici, toujours considéré que la Terre et le monde étaient au fond deux entités distinctes. Qu'il y avait d'un côté la Terre, la planète sur laquelle nous habitions, qui était gouvernée par les lois des sciences naturelles, et puis qu'il y avait le monde, qui était en quelque sorte l'organisation politique et sociale de la Terre, qui était quant à lui gouverné par les lois des sciences sociales et humaines. Et que rien de ce qui se passait sur Terre ne pouvait avoir d'impact sur le monde, et vice-versa. En quelque sorte, nous considérions que nous étions complètement invulnérables et immunisés par rapport au changement de l'environnement, et qu'à l'inverse, toutes les pollutions et les atteintes à la planète que nous pouvions créer étaient au fond temporaires et éphémères et n'avaient guère d'importance. Et au fond, si nous nous trouvons dans cette situation aujourd'hui, à la fois de changement climatique, mais aussi d'érosion de la biodiversité et de pollutions diverses, c'est parce que nous avons toujours considéré la Terre et le monde comme deux entités indépendantes l'une de l'autre. Et ce que l'Anthropocène nous dit en tant que message politique, c'est qu'il n'est plus possible désormais de considérer la Terre et le monde comme deux entités indépendantes l'une de l'autre, mais qu'il faut au contraire considérer qu'il s'agit d'une seule et même entité, et qu'on ne peut plus désormais concevoir la Terre sans concevoir le monde, et vice-versa. Ça a des conséquences tout à fait profondes pour plein de choses. Notamment, si je prends un domaine qui me concerne en tant que chercheur et universitaire, pour l'organisation, la production et la transmission des connaissances. Nous avons toujours, dans les départements à l'université, séparé les sciences naturelles des sciences humaines et sociales. Ce sont des départements qui souvent n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et si aujourd'hui on reproche beaucoup aux politiques de négliger les questions d'environnement dans la politique, c'est aussi parfois tout simplement parce que les politiques n'ont pas été formés du tout à ces questions, puisque la plupart ont suivi des cursus de sciences humaines et sociales. Mais plus fondamentalement, au-delà de l'organisation des connaissances, ce qui est tout à fait frappant dans la manière dont on va considérer la Terre et le monde comme une seule et même entité, c'est que nous devons réaliser que toutes les questions aujourd'hui qui vont traverser le monde, c'est-à-dire que ce soit des questions de migration, des questions de développement, des questions de justice sociale, des questions d'égalité, des questions de rapport nord-sud, des questions de diplomatie, toutes ces questions vont être profondément transformées par la Terre. Et en particulier par le changement climatique. Et ça bouleverse complètement, comme je le disais,
nos échelles de temps et d'espace. Ça les bouleverse pour plusieurs raisons. D'abord, nos échelles de temps. Vous connaissez tous la petite histoire qui dit que si l'histoire de l'humanité, si l'histoire de la Terre pouvait être ramenée à une journée de 24 heures, l'Homo sapiens, eh bien, ferait son apparition à la 23e heure, 58e minute et 43e seconde, que Jules César arriverait à la 23e heure, 59e minute et 47e seconde, et que nous sommes la toute dernière milliseconde de cette journée. En d'autres termes, que nous, humains, ne représentons rien du tout par rapport aux 4,5 milliards d'années d'existence de la Terre. Mais pourtant, on se rend compte aujourd'hui que même si, en termes d'échelle de temps, nous ne représentons rien du tout, eh bien, le bref laps de temps que nous, espèces humaines, allons passer sur Terre, eh bien, laissera des marques, laissera une empreinte qui nous survivra. Et ce n'est évidemment pas le plus bel héritage que nous ayons envie de laisser. Et nous sommes encore volontiers pénétrés de cette idée d'éphémère et qu'au fond, notre passage sur Terre est insignifiant. Alors que l'Anthropocène, ça marque précisément le moment où l'histoire de la Terre et l'histoire des humains qui l'habitent, qui jusqu'ici couraient dans des couloirs parallèles et qui n'étaient jamais appelés à se rencontrer, et bien d'un coup, l'Anthropocène, c'est le point de rencontre, c'est le point de collision entre l'histoire de la Terre et l'histoire des hommes et des femmes qui l'habitent. Et ça nous force à considérer l'irréversibilité. Les transformations que nous avons infligées à la planète, elles sont irréversibles. Si je parle en particulier du changement climatique, eh bien on sait que la hausse de la température moyenne aujourd'hui est déjà de 1,2 degré par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle. On sait que nous serons à 1,5 degré d'ici une petite quinzaine d'années, vers 2035, et que ce qui reste en notre pouvoir, c'est de déterminer si nous allons parvenir à stabiliser les choses à 1,5 degré, à 2 degrés, à 3 degrés ou à 4 degrés. Mais ce qui est certain, c'est que nous n'allons jamais revenir en arrière. De la même manière, avec la biodiversité, beaucoup d'écologues estiment que nous avons aujourd'hui entamé la 6e extinction de masse de la biodiversité. Là encore, il n'y aura pas de retour en arrière. Et je crois qu'aujourd'hui, on se berce encore volontiers de l'illusion que l'on va pouvoir revenir en arrière. Et souvent, on me demande, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Et j'ai toujours envie de répondre, optimiste par rapport à quoi? La catastrophe, elle a déjà eu lieu. La sortie de route, elle a déjà eu lieu et nous ne reviendrons pas dessus. Et une autre question qui m'est souvent posée, c'est de savoir, est-ce qu'il faut garder espoir? Et là encore, je réponds souvent, mais l'espoir de quoi? Comme si il y avait encore une possibilité que nous puissions défaire ce que nous avons fait. Ça n'arrivera pas. Et je crois que paradoxalement, une des choses qui parfois nous empêche d'agir, c'est de nous bercer de cet espoir un peu fou qu'il soit encore possible de revenir en arrière, qu'il soit encore possible de réparer nos bêtises.
Mais ce que nous dit l'Anthropocène, et c'est très dur à entendre, c'est que c'est irréparable. C'est tellement irréparable que nous sommes entrés dans une période géologique nouvelle. Et que donc nous avons inscrit notre trace dans le cours de l'histoire de la Terre. Et cette histoire, elle progresse tout le temps. Il n'y a pas de retour en arrière par définition. Et je crois que c'est ça qui est difficile à accepter avec le concept d'Anthropocène. C'est que c'est quelque chose qui nous renvoie à l'idée d'irréparable, à l'idée d'irréversible. Vous savez, quand vous vous disputez avec un ami ou avec votre partenaire, même si vous vous disputez très gravement et très lourdement, chacun nourrit quand même l'espoir qu'il sera possible de réparer la dispute et de revenir à l'état des choses telles qu'elles étaient. Avec la Terre, ça ne sera pas possible. Et donc, toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'accepter l'idée qu'il ne sera pas possible de revenir en arrière. Et je crois notamment que sur le climat, beaucoup de gens se bercent encore de l'illusion selon laquelle si on arrêtait drastiquement toutes nos émissions de gaz à effet de serre du jour au lendemain, il serait possible de retrouver le climat qu'on a connu au XXe siècle. Ça n'arrivera pas. La température ne va pas baisser et le niveau des océans ne va pas baisser non plus. Vous aurez peut-être lu dans la presse récemment que les 7 dernières années avaient été les plus chaudes du XXIe siècle. Mais c'est parce que nous sommes en 2022. Ces 7 dernières années seront vraisemblablement parmi les plus froides du XXIe siècle. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, parce que ce qui reste en notre capacité, c'est de déterminer quelle sera la hausse de la température future. Et cette hausse de température, elle va évidemment dépendre des émissions de gaz à effet de serre que nous allons produire maintenant. Avec toute la difficulté qu'il n'existe pas de possibilité pour nous de faire l'expérience directe des conséquences de nos actions. Parce que le changement climatique, c'est un problème d'accumulation. Et que la durée de vie du dioxyde de carbone, pour prendre le gaz à effet de serre le plus connu, est d'au moins 100 ans dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est juste à 20 km au-dessus de nos têtes. Et donc, ça veut dire que l'essentiel du CO2 qui crée le changement climatique, eh bien, l'essentiel du CO2 qui se trouve au-dessus de nous, c'est du CO2 qui était produit au XXe siècle, voire même au XIXe siècle. C'est du dioxyde de carbone qui était produit par nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Et c'est maintenant que nous subissons les effets de cette accumulation dans l'atmosphère. Et donc, c'est toute la difficulté dans l'articulation des échelles de temps. Lorsque nous voulons infléchir le cours de nos actions, nous avons toujours besoin de pouvoir faire l'expérience concrète des conséquences de nos actions. On arrive en période d'examen pour les étudiants. Et en tant que professeur, je me retrouve donc à surveiller les examens de mes étudiants. C'est sans doute la partie du métier qui est la moins agréable. Il y a peu de choses aussi pénibles que de surveiller un examen. Parce que vous n'avez rien à faire, mais vous êtes quand même un peu obligé de rester attentif. Donc vous ne pouvez pas vraiment non plus lire un livre ou lire le journal,
Parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours une question, un stylo qui tombe, etc., qui vous distrait. Pourquoi est-ce qu'on surveille les examens? Pour que les étudiants puissent faire l'expérience directe des conséquences d'une potentielle tricherie. Si je dis à mes étudiants, sur le long terme, ce n'est pas dans votre intérêt de tricher. Vous n'aurez pas bien assimilé la matière, et c'est quelque chose qui vous desservira dans votre vie professionnelle, et vous aurez des lacunes dans vos connaissances, dans votre vie professionnelle. Soyons très clairs, ça ne marchera pas. Hein. Imaginez que je laisse l'examen sans surveillance, en comptant uniquement sur le fait que les étudiants considèrent leur intérêt de long terme pour leur vie professionnelle de ne pas tricher, je sais très bien que ça ne marchera pas. Je sais très bien que pour ne pas qu'ils trichent, ils ont besoin de pouvoir faire l'expérience concrète des conséquences de leurs actions, c'est-à-dire d'être pris la main dans le sac s'ils trichent. Le problème, c'est qu'avec le changement climatique, nous n'avons pas la possibilité de faire l'expérience concrète de nos actions. Parce qu'il n'y a pas de lien direct entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par une génération et les conséquences du changement climatique qui sont subies par cette génération. Et c'est évidemment pour ça aujourd'hui que les jeunes sont en colère, que les jeunes partent en grève scolaire, que les jeunes protestent, et ils ont raison évidemment, parce qu'ils se rendent compte qu'ils seront la génération qui va subir de plein fouet les premiers effets du changement climatique, et ce ne sera pas l'effet de leurs propres émissions, mais l'effet des émissions de leurs parents et de leurs grands-parents. Mais le problème, c'est que comme nous continuons à augmenter sans cesse, année après année, nos émissions de gaz à effet de serre, la génération des enfants, des jeunes qui manifestent dans la rue aujourd'hui, risque d'être encore davantage en colère. Et la génération d'après encore davantage en colère, parce que les effets du changement climatique, évidemment, ne vont cesser de s'aggraver au fur et à mesure que nos émissions continuent à augmenter. Et donc ici, toute la difficulté, c'est d'accepter le fait qu'il n'est plus en notre pouvoir de faire baisser la température. Que le pouvoir que nous avons encore, c'est de déterminer quelle sera la hausse de la température. Et évidemment, ça a des conséquences absolument différentes à 2, à 3 ou à 4 degrés. Notamment parce que, à 2 degrés, c'est-à-dire si on tient les objectifs de l'accord de Paris, on estime, quand je dis on, c'est les scientifiques estiment avec un relativement fort niveau de confiance que la planète restera globalement habitable pour tous et pour toutes. Mais on sait que si on dépasse ce seuil de 2 degrés de hausse moyenne de la température, on sait parfaitement que certaines régions du monde vont devenir littéralement inhabitables, soit parce qu'il y fera trop chaud, la température y dépassera 50 degrés pendant de longues périodes, ce qui va perturber les fonctions vitales du corps humain, soit parce qu'elles seront inondées en permanence, soit parce que toute culture y sera devenue impossible. Et donc, si on considère la manière dont l'Anthropocène perturbe nos échelles de temps, tout l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est celui d'accepter l'irréversible, d'accepter qu'il n'y aura pas de retour en arrière, parce que désormais, notre empreinte est inscrite dans l'histoire au long cours de la Terre. Mais l'Anthropocène perturbe aussi nos échelles d'espace. Notamment dans la manière dont nous considérons
la globalité du problème. Une des raisons qui font qu'il est encore aujourd'hui si difficile de progresser dans les négociations internationales, par exemple sur le climat, c'est tout simplement parce que ce sont des négociations internationales et pas des négociations globales. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de négocier entre nations d'un problème qui, par nature, dépasse les frontières des nations. Et que chaque délégué à ces négociations, derrière son petit carton avec le nom de son pays, va évidemment chercher à maximiser l'intérêt national de son pays. Et lorsque les délégués vont arriver à la table de négociation, ils vont chercher à montrer qu'ils ont réduit les émissions de gaz à effet de serre dans leur pays, plutôt que de chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre en général. Et évidemment, le climat se fiche parfaitement que les émissions soient produites à Paris, à Bangkok ou à Johannesburg. Mais le problème, c'est que nous restons coincés avec ces instruments et ces mécanismes de gouvernance que j'ai envie de qualifier d'holocéniques. Les relations internationales, aujourd'hui en tant que discipline scientifique, partent encore du postulat qu'il est possible d'expliquer le monde à partir de l'analyse des rapports entre les nations. Mais ça n'a plus aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus expliquer le monde si vous n'expliquez pas aussi la Terre et les rapports qui existent entre les deux. Et donc, il va falloir, quelque part, parvenir à dépasser cela pour arriver vers des sortes de négociations globales qui ne soient plus internationales. Parce que tous les fondements de l'ordre international aujourd'hui sont profondément bouleversés par le changement climatique. À commencer par les contours des cartes de géographie, par le tracé des côtes et des deltas et des continents. Prenons une hypothèse optimiste, l'hypothèse où nous parviendrions à limiter la hausse de température à 2 degrés d'ici 2100. Dans ce scénario optimiste, la hausse du niveau des mers sera d'environ 1 mètre à l'échelle de la planète. Je fais ici une petite parenthèse qui nous ramène aux échelles de temps pour dire que la hausse du niveau des mers va se poursuivre encore bien plus longtemps que la hausse des températures. Donc même si on stabilise la hausse de température à 2 degrés, la hausse du niveau des mers, elle va continuer encore au XXIe siècle et au XXIIIe siècle. Et c'est important, évidemment, si vous faites du planning à long terme, notamment pour des villes et des installations côtières. Mais pour le moment, restons à un horizon de 2100. Imaginons que la hausse du niveau des mers soit limitée à 1 mètre d'ici 2100. Sur des côtes basses, une hausse du niveau des mers d'1 mètre, ça correspond à un recul du trait de côte de 100 mètres. Ça veut dire que vous perdez 100 mètres de plage. Ça veut dire qu'un pays comme le Vietnam, par exemple, perdra, si rien n'est fait, 24 000 km², c'est-à-dire environ 10% de sa superficie. C'est absolument considérable. Imaginez un pays qui perdrait 10% de son territoire, non pas à cause d'une attaque étrangère identifiée, mais à cause d'une sorte de menace diffuse liée aux émissions globales de gaz à effet de serre.
Et d'ailleurs, le gouvernement vietnamien est déjà en train aujourd'hui de déplacer des populations qui habitent le delta du Mekong vers les collines intérieures, de manière à réduire le risque d'inondation pour ces populations. De la même manière, le gouvernement indonésien a décidé l'an dernier, et c'est un projet qui a été approuvé par le Parlement indonésien au mois de février, d'abandonner la capitale du pays, Jakarta, pour créer une ville nouvelle dans l'île de Bornéo. Ils se sont donné 15 ans pour créer cette ville nouvelle, pour créer cette nouvelle capitale. Imaginez le choc que ce serait si Emmanuel Macron, à l'issue du premier Conseil des ministres lundi prochain, annonçait l'abandon de Paris comme capitale de la France et annonçait le projet de création d'une ville nouvelle dans le Massif central qui serait amenée à devenir la nouvelle capitale de la France. Et puis, au-delà de ces changements dans le contour des territoires, il y a aussi la question de la souveraineté qui est directement questionnée. Un certain nombre de petits États insulaires, dont le point culminant est situé à peine à 2 ou 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, risquent d'être littéralement submergés, même dans l'hypothèse d'une hausse du niveau de la mer d'1 mètre. Ça veut dire que ces États vont perdre leur territoire et vont devoir relocaliser leur population. Ils vont perdre leur territoire, ils vont perdre leur population. La question, c'est de savoir s'ils vont perdre aussi leur qualité d'État. Et cela, c'est une question tout à fait nouvelle pour le droit international. Le droit international qui connaît évidemment la disparition politique de certains États, qu'on songe à la Tchécoslovaquie ou à la Yougoslavie, mais qui ne connaît pas de la disparition physique d'États. Or, l'ordre international aujourd'hui repose sur une association très forte entre le territoire et l'État. Aujourd'hui encore, c'est le territoire qui fonde l'État depuis la paix de Westphalie en 1648. Pour mettre un terme à la guerre de 30 ans en Europe, on va définir le concept de souveraineté nationale comme pierre angulaire des relations internationales. Et on va imaginer une triple coïncidence des frontières géographiques du territoire avec les frontières démographiques de la population et les frontières politiques du pouvoir. Un État va être constitué par un territoire habité par une population et gouverné par un souverain. Et naturellement, on peut se demander ce que signifie encore la souveraineté nationale lorsque littéralement le territoire de votre pays se dérobe sous vos pieds, non pas à cause d'actions que vous avez posées vous-même, mais à cause d'actions qui sont posées par d'autres et sur lesquelles vous n'avez quasiment aucune influence. J'imagine que vers 16h30, aujourd'hui, vous étiez tous devant vos écrans de télévision à guetter avec impatience et appréhension l'annonce des ministres qui composaient le nouveau gouvernement. Si certains d'entre vous ont écouté l'exposé d'Alexis Kohler, vous aurez été frappés du nombre de ministères qui comportaient le terme de souveraineté dans leur intitulé. Ministre de la souveraineté industrielle, ministre de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté ceci, de la souveraineté cela. Nous sommes, en Europe, un peu obsédés par ces questions de souveraineté, alors qu'à l'autre bout du monde, on peut se demander
ce que veut encore dire la souveraineté si littéralement votre territoire vient à disparaître. Et c'est une question fondamentale qui n'est pas du tout anecdotique qui est posée. Parce que vont devenir ces États? Est-ce qu'ils vont disparaître avec le territoire? Ce qui voudrait dire que les États perdent aussi leur siège à l'ONU, par exemple. Ou est-ce que l'on va imaginer que d'autres pays puissent céder une partie de leur territoire pour héberger un État qui aurait déménagé? Peu probable. Ou alors, est-ce qu'on va se diriger vers un concept tout à fait nouveau de l'État, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un État déterritorialisé, un État virtuel en quelque sorte, qui permettrait aux habitants de ces pays de conserver leur citoyenneté, qui leur permettrait de conserver leur qualité d'État, mais qui ébranlerait complètement l'un des fondements essentiels aujourd'hui de l'ordre international tel qu'il existe depuis 1648. Et donc, on voit bien à quel point notre conception de l'espace est transformée aussi par l'Anthropocène. Et une des difficultés, si on ramène cela à la question du changement climatique, c'est que les impacts du changement climatique qui seront subis par un pays, eh bien, n'ont rien à voir avec les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par ce pays. Et ça, c'est encore quelque chose que beaucoup, je crois, n'ont pas encore pleinement intégré. Je crois que beaucoup s'imaginent encore que notre action contre le changement climatique aura un impact chez nous à l'intérieur de nos frontières. Il n'y a guère que la Chine qui puisse prétendre à ça. Mais pour tous les autres pays, il y a une énorme distorsion entre les concepts de coupables et de victimes. Les pays qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont aussi proportionnellement ceux qui seront les moins touchés par les impacts du changement climatique, notamment parce qu'ils auront davantage de capacités de résilience et d'adaptation, davantage de moyens pour se protéger et lutter contre les impacts du changement climatique. Ça veut dire et toute la difficulté évidemment des négociations internationales est là, que vous devez réduire les émissions de gaz à effet de serre chez vous pour épargner des souffrances à d'autres dans des pays que vous ne connaissez pas et dans lesquels vous n'irez probablement jamais. Et ce qui est encore plus difficile à accepter, c'est que vous devez parfois réduire vos émissions de gaz à effet de serre pour que d'autres puissent augmenter les leurs. Si je prends juste un exemple caricatural, nous savons tous que nous devons aller vers des régimes alimentaires moins carnés, mais une des raisons pour lesquelles nous devons aller vers des régimes alimentaires moins carnés, c'est aussi parce que les gens qui habitent en Somalie ou au Sierra Leone puissent aller vers des régimes alimentaires davantage carnés. Et que pour des pays qui aujourd'hui n'émettent quasiment aucune émission de gaz à effet de serre, paradoxalement, une des priorités pour eux, ça va être d'augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre, parce que s'ils augmentent leurs émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'ils progressent dans leur développement. Et qu'on ne peut pas aujourd'hui imposer à des pays de rester dans des états de pauvreté pas possible
simplement pour ne pas avoir, nous, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est aussi une des dimensions fondamentales de ce qu'on appelle la justice climatique, la justice nord-sud, c'est cette idée de considérer que, dans un monde idéal, chaque être humain devrait avoir droit au même budget carbone. Et si nous devons réduire le nôtre, c'est aussi, il faut pouvoir le dire, pour que d'autres puissent augmenter le leur. Tant la manière dont l'Anthropocène questionne notre échelle de temps que notre échelle spatiale nous ramène au fond à la même question. Et cette question, c'est celle de notre rapport à l'autre et de notre responsabilité vis-à-vis de l'autre. Parce que si nous devons agir, ce n'est pas tant pour nous-mêmes que pour des gens que nous ne connaissons pas. Et nous ne les connaissons pas, soit parce qu'ils ne sont pas encore nés, soit parce qu'ils habitent dans des pays où nous n'irons jamais. Et donc la question vraiment fondamentale de l'Anthropocène, c'est celle de notre rapport à l'autre. Quelles sont les responsabilités que nous avons par rapport à des gens que nous ne connaissons pas? L'Anthropocène nous force à imaginer cette responsabilité. L'Anthropocène nous force à considérer cette responsabilité. Nous force à considérer que nous avons une responsabilité vis-à-vis de tous les humains et même de tous les êtres vivants qui peuplent la planète. Or, ce n'est pas comme ça du tout, pour le moment, que nous définissons notre responsabilité. Parce que nous avons tendance à définir notre groupe social à partir des frontières. Nous avons tendance à considérer que le groupe vis-à-vis desquels nous avons une responsabilité ce sont les membres du groupe que nous allons reconnaître comme nos semblables, c'est-à-dire de plus en plus les gens qui habitent à l'intérieur des frontières de notre pays. Nous cotisons à un système de sécurité sociale, mais nous serions, enfin, peut-être pas tous, mais beaucoup seraient choqués que notre système de sécurité sociale serve aussi à couvrir des opérations au Burkina Faso ou des campagnes de vaccination au Vietnam. Parce que nous nous dirions, mais les Burkinabés et les Vietnamiens n'ont pas cotisé. De quel droit pourraient-ils donc bénéficier des avantages et des bénéfices de nos cotisations? Et donc, autant chacun reconnaît aujourd'hui la merveille qu'est le système de sécurité sociale, mais sa grande limitation à l'heure de l'Anthropocène, c'est que elle est limitée aux frontières d'un pays. Et ce n'est pas pour rien que nous insistons de plus en plus sur la question des frontières, et s'il y a aujourd'hui de plus en plus de murs et de barrières qui sont construits, c'est parce que nous avons de plus en plus besoin de définir le groupe vis-à-vis duquel nous avons une responsabilité comme étant le groupe situé à l'intérieur de nos frontières nationales. Et nous avons, je crois, de plus en plus de mal à imaginer que nous avons une responsabilité vis-à-vis de gens qui habitent au-delà de nos frontières. C'est notamment pour ça, et je vais le dire un peu brutalement, que nous acceptons que meurent chaque année en Méditerranée des milliers de gens.
parce que nous considérons que comme ils viennent d'au-delà de nos frontières, nous n'avons pas de responsabilité particulière vis-à-vis d'eux. Que sans doute ce qui leur arrive est très triste et que c'est une tragédie et blablabla et tout ça et tout ça. Mais qu'au fond, si nous acceptons tacitement une politique qui produit 35 000 morts en Méditerranée depuis le milieu des années 90 et plus de 20 000 depuis 2014 seulement, c'est parce que nous considérons que nous n'avons pas de responsabilité particulière vis-à-vis d'eux. Si c'était 35 000 Français qui mourraient en Méditerranée, nous considérerions évidemment que nous avions une responsabilité particulière et que cette politique doit absolument cesser parce qu'elle est mortifère. Mais ce n'est pas le cas. Nous acceptons tacitement le fait que des politiques menées en notre nom produisent de tels effets. On a parfois critiqué, et à juste titre, le concept d'anthropocène en disant qu'il était fallacieux, en laissant accroître l'idée que tous les hommes et toutes les femmes étaient également responsables des transformations de la planète. Alors que la majorité de l'humanité est bien davantage victime de cette transformation qu'elle en est actrice. Encore une fois, si on prend la question du changement climatique, on sait que 52% des émissions de gaz à effet de serre sont produits par les 10% les plus riches de la planète. Et je suis désolé de vous apprendre que vous en faites partie, même si votre compte en banque est à découvert pour le moment. Et effectivement, c'est une critique légitime qu'on peut adresser au concept d'anthropocène. Et c'est la raison pour laquelle certains ont d'ailleurs parlé du concept d'oliganthropocène, pour souligner qu'en fait, c'était la responsabilité d'une toute petite partie de l'humanité. On a même parlé aussi d'oligandrocène, pour souligner que c'était une toute petite partie de l'humanité et que c'était souvent surtout des hommes. D'autres ont parlé de capitalocène, pour dire qu'au fond, la responsabilité n'était pas tant celle des humains que celle du système économique qui avait été mis en place. Mais force est de constater que ce système économique, il a bien été mis en place par des humains, et que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par des pouvoirs surnaturels sur Terre. Et donc toutes ces critiques adressées au concept d'anthropocène, selon lesquelles, effectivement, il serait un concept un peu trompeur, en donnant l'illusion que tous les hommes et toutes les femmes sont également responsables, il faut pouvoir les entendre. Mais je vous invite à prendre les choses dans l'autre sens. Je crois que c'est précisément en considérant que tous les hommes et toutes les femmes sont également responsables les uns vis-à-vis des autres que nous parviendrons à habiter l'anthropocène. Et je crois que ce concept d'anthropocène, même s'il est dur à admettre dans la manière dont il nous force à quelque part repenser complètement nos échelles de temps, à accepter l'irréparable, l'irréversibilité, à accepter un changement de nos échelles d'espace, à accepter un changement des contours des côtes et des continents, je pense qu'il peut aussi être un concept mobilisateur. Si nous considérons l'anthropocène comme un appel à une responsabilité cosmopolitique, c'est-à-dire à considérer que nous portons tous et toutes une part de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des êtres vivants qui peuplent la planète. Et que c'est en considérant, je crois, dans cette perspective cosmopolitique, que littéralement nous sommes tous et toutes également responsables,
je pense que c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir trouver les ressources pour naviguer l'Anthropocène et pour habiter l'Anthropocène. Et le problème, c'est que pour naviguer l'Anthropocène, nous allons avoir non seulement besoin de nouvelles cartes de géographie, littéralement, mais nous allons avoir aussi besoin de nouvelles cartes pour nous orienter politiquement. Et là, tout reste inventé, à la fois sur le plan des institutions. Comment est-ce qu'on passe des négociations internationales à des négociations globales, par exemple? Comment est-ce qu'on passe d'une organisation des Nations Unies à une organisation qui dépasse les nations? Il y a plein d'enjeux tout à fait fondamentaux. Comment est-ce qu'on redéfinit la souveraineté nationale? Mais je pense véritablement que nous n'y parviendrons que si nous entendons le concept d'Anthropocène, non pas seulement comme le moment qui nous fait passer d'une période géologique à une autre, mais si nous l'entendons aussi comme l'appel à la justice et l'appel à la responsabilité qui nous permet de naviguer cette époque et qui nous permet de l'habiter. Parce qu'au fond, c'est bien là le sens de l'Anthropocène, c'est celui de garder la Terre habitable pour tous et pour toutes. Et je crois que nous ne le ferons, nous n'y parviendrons que si nous considérons que nous avons une responsabilité qui s'étend au-delà de nos frontières, au-delà de nos frontières géographiques, au-delà de nos frontières générationnelles, et même au-delà de nos frontières génétiques ou biologiques vis-à-vis de l'ensemble des vivants. L'Anthropocène, ce n'est pas juste quelque chose qui nous ramène à une rupture d'échelle de temps et une rupture d'échelle spatiale. C'est aussi quelque chose qui nous permet, je crois, d'habiter cette époque et un appel à la responsabilité. Merci beaucoup. Je crois qu'on a un peu de temps pour des questions, si vous voulez. Et c'est Michel qui gère tout ça. Je n'ai pas le micro. Voilà. Est-ce qu'il y a une question qui arrive là? Moi, des fois, j'ouvre toujours une première question comme ça, des fois, parce que comme ça permet aussi de vous lancer. Dans le travail qu'on a fait ensemble, tu sais, parce que tu n'en as pas. On envoie à un moment donné un schéma comme ça sur les déplacements de l'immigration. Et tu m'as fait découvrir que finalement, la première, aujourd'hui, la première cause de migration était celle du climat. Hein. On montre des cercles, c'était en 2020, hein. Oui. Il y a 30 000 personnes qui 30 millions. 30 millions, oui, qui vivent pour des raisons de tempêtes, sécheresse, etc. Et de l'autre côté, on montre un cercle orange où il y a 8 millions de personnes qui se déplacent dans le monde pour des guerres, des conflits, etc. Et parfois, j'en parle à mes amis, ils me disent non, c'est pas vrai. Et donc, peu importe, mais je leur explique ça. Et je voulais savoir, là, aujourd'hui, on est en 2022, comment ça évolue? Tu peux nous en dire deux mots? L'organisme qui publie ces chiffres, qui est donc l'IDMC, l'Internal Displacement Monitoring Center, donc le centre de surveillance des déplacements intérieurs qui est établi à Genève, a publié hier les chiffres pour l'année 2021. Et en 2021, il y a eu 24 millions de personnes déplacées par des catastrophes naturelles et pour la très grande majorité
par des événements climatiques extrêmes, donc par des tempêtes, des cyclones ou des inondations en particulier. Et il y a eu 13 millions de personnes déplacées par des conflits et par des violences. Donc là encore, on est dans un rapport à peu près de 1 à 2. On est dans un rapport de 1 à 3, de 3 à 1 plutôt. En 2020, on est plutôt dans un rapport de 2 à 1 pour cette année. Mais donc, ce qui est frappant, c'est de se dire que chaque année, il y a entre 20 et 35 millions de personnes qui sont déplacées par des événements climatiques extrêmes. Et c'est chaque année entre 2 et 3 fois plus que des personnes déplacées par des conflits et des violences. Et effectivement, si on ne perçoit pas que les migrations liées aux dégradations de l'environnement et particulièrement aux impacts du changement climatique sont devenues aujourd'hui un des principaux flux migratoires dans le monde, c'est d'abord parce que ce sont des migrations qui restent à l'intérieur de leur pays de départ. Et donc, nous faisons semblant de ne pas les voir. Alors qu'il y a aujourd'hui, par exemple en Afrique subsaharienne, un afflux massif de migrants qui viennent des régions rurales vers les métropoles, qu'il y a aussi des déplacements massifs dans des pays comme l'Inde ou comme le Bangladesh de façon de plus en plus régulière, avec des gens qui sont parfois déplacés plusieurs fois dans l'année, parce que les gens se déplacent sur de faibles distances et parfois subissent 2 ou 3 fois des inondations dans l'année, par exemple, ou 2 ou 3 fois des cyclones. Et aussi parce que lorsque ces migrants franchissent une frontière, nous avons encore volontiers tendance à les identifier comme des migrants économiques. Une bonne partie des migrants qui arrivent en Europe, en provenance d'Afrique de l'Ouest par exemple, sont des migrants qui au départ ont été envoyés à la ville puis à l'étranger par leur famille en zone rurale parce qu'elles ne parvenaient plus à tirer un revenu suffisant de l'agriculture. En Afrique subsaharienne, par exemple, un ménage sur 2 dépend de l'agriculture comme première source de revenus. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si nous les considérons comme des migrants économiques lorsqu'ils arrivent en Europe, c'est simplement parce qu'ils viennent d'un pays qui n'est pas en guerre. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que pour une très grande partie de l'humanité, l'environnement et l'économie, en réalité, c'est la même chose, parce que leurs ressources économiques dépendent intrinsèquement des conditions environnementales. Et quelque part, c'est une construction très occidentale de l'esprit que d'avoir séparé les facteurs économiques, les facteurs politiques et les facteurs environnementaux de migration. Parce que dans la plupart des cas, ces facteurs sont intrinsèquement mêlés les uns aux autres, et ça en dit beaucoup aussi de la manière, et ça nous ramène à l'Anthropocène, dont nous considérions que les questions d'environnement étaient indépendantes des questions économiques et politiques. Et c'est aussi pour ça que pendant longtemps, nous avons considéré que les questions d'environnement étaient un sujet un peu technique, qui n'appelait pas forcément de régulation politique. Avant 1971, il n'existait pas de ministère de l'environnement dans à peu près aucun pays. Parce qu'on considérait que c'était quelque chose qui n'avait pas besoin d'être gouverné, qui n'avait pas besoin d'être géré. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, les ministres de l'écologie ou de l'environnement, dans à peu près tous les gouvernements, sont considérés parmi les ministres les plus importants des gouvernements. Il y a 50 ans, c'était un ministère qui n'existait pas. Bonsoir, merci. Vous avez associé donc la souveraineté des États au territoire, et là vous faites le lien entre 50% de la population dans les pays sud-africains, par exemple, qui ont leur subsistance liée au territoire. Oui. Donc comment imaginer un monde où la souveraineté ne passerait pas par, alors qu'on est des êtres physiques et on n'est pas des purs esprits, comment imaginer
imaginer un concept de nation, de souveraineté, sans substrat physique. C'est extrêmement compliqué. On est tiraillé, en fait, entre deux extrêmes. Entre le fait que, au niveau des populations et de leur subsistance, ils ont besoin de leur territoire et que nous avons tous besoin d'une certaine forme d'ancrage au territoire et que nous avons besoin, quelque part, y compris dans la manière dont nous allons habiter le monde, nous avons besoin de revenir sur Terre, pour employer des mots de Bruno Latour, et donc de nous rattacher au territoire. Et à l'inverse, à l'autre extrême, au niveau global, il y aurait une tendance effectivement à parfois déterritorialiser les choses et à considérer que la gouvernance globale devrait passer au-dessus des territoires. Et donc il y a une sorte de tension entre le local et le global. Et j'aimerais dire que les deux peuvent en fait parfaitement s'articuler, mais qu'il y a une forme d'obstacle entre les deux, qui est l'échelon national. Et pour le moment, le fait que la souveraineté soit conçue comme une souveraineté nationale, plutôt que comme une souveraineté territoriale, comme une souveraineté énergétique ou comme une souveraineté alimentaire, le fait que cette souveraineté, quelque part, s'arrête aux frontières des pays, a souvent tendance à la fois à nous empêcher de mettre en place des mécanismes de gouvernance globale et parfois aussi à quelque part détacher les gens de la terre sur laquelle ils habitent. Et ce que je veux dire par là, c'est que les gens vont parfois faire les frais au niveau des conditions de la terre sur laquelle ils habitent, des politiques mises en place ou non mises en place par leur propre gouvernement. Et donc, à mon avis, la grande question, quand on va réimaginer, et si on réimagine le concept de souveraineté, sera d'articuler une certaine forme de souveraineté territoriale locale avec une forme de souveraineté globale déterritorialisée. Et on a toujours, effectivement, cet échelon national qui continue aujourd'hui à être considéré comme l'échelon le plus important, mais pour les questions d'environnement ou de climat, ça sera, je pense, un échelon qui deviendra de moins en moins important dans le futur, au profit de l'échelon local et de l'échelon global ou supranational. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour vos propos. 45 minutes, c'est assez court pour traiter d'un tel sujet. Moi, je me demandais si, déjà, une des raisons pour laquelle on est dans cette situation, cet anthropocène, c'est pas aussi parce qu'on a pris une distance, on s'est éloigné du vivant, enfin de ce qu'on appelle la nature, l'environnement, dans les termes même utilisés comme si c'était un objet dont on serait distant. Et ici, justement, une des pistes de solution, parmi tant d'autres, ça peut-être de se reconnecter, justement, au vivant et d'essayer d'arrêter de se mettre dans ces situations de maître et possesseur de la nature. Et voilà, donc comment justement peut-être se reconnecter au vivant et arrêter d'essayer de répondre à des problèmes humains uniquement avec des solutions uniquement qui proviennent des humains. C'est un peu large, désolé. Mais... Non, je crois que c'est très important. Et je partage tout à fait ce que vous avez dit. Il y a plein de façons de se reconnecter avec le vivant et de retrouver effectivement notre place au sein du vivant. Il y a plein aujourd'hui de philosophes de la nature notamment qui proposent ce type d'expérience et c'est très intéressant. C'est vraiment un nouveau champ de la philosophie qui est très stimulant. Si j'en reste à mon domaine de la science politique,
effectivement, ce qui est très problématique, c'est que nous avons politiquement considéré la Terre comme un objet de politique plutôt que comme un sujet de politique. Et lorsque nous avons essayé d'intégrer les questions d'environnement à la politique, nous en avons fait une sorte de géopolitique, c'est-à-dire d'analyse des rapports de pouvoir autour des ressources naturelles. Mais où ces ressources étaient évidemment considérées comme des objets de politique que nous allons essayer de nous accaparer. Et donc on a fait de la géopolitique du gaz, de la géopolitique du pétrole, de la géopolitique de l'eau, de la géopolitique des diamants, etc., etc. Tout l'enjeu aujourd'hui, politiquement, et je crois que c'est le message très fort politiquement de l'Anthropocène, c'est de dire que la Terre ne doit plus être considérée comme un objet de politique, mais comme un sujet de politique. Et donc ça implique qu'il faut redéfinir la géopolitique, non plus comme l'analyse des rapports de puissance autour des ressources naturelles, mais comme littéralement une politique de la Terre, dans laquelle la Terre serait le sujet et non plus l'objet. Vous avez parlé des grands déplacements de population, donc qui sont dus, vous dites, au réchauffement climatique, ok, mais ils sont avant tout dus à la prédation capitaliste. Donc cette gouvernance mondiale dont vous parlez, elle existe déjà, elle s'appelle le capitalisme mondial. Et donc, comment peut-on envisager qu'un jour ces gens-là vont cesser de vouloir être tout-puissants et s'accaparer et pousser les populations les plus misérables au-delà du supportable? Comment pouvez-vous penser, avoir cet optimisme de penser qu'ils vont changer, ayant conscience, quand on les entend parler, qu'effectivement ils vont dans le mur, et que tout le monde va dans le mur, même leurs enfants. Mais visiblement, ce n'est pas leur problème. On ne voit absolument pas l'ombre d'un changement dans ce sens-là. Alors nous tous ici, je pense qu'on est tous écologiquement responsables, et en tout cas concernés. Mais cet ordre mondial dont vous parlez, cette gouvernance mondiale, au-delà du capitalisme, on n'en voit pas la trace pour l'instant. Mais, comme je l'ai dit, je pense que la question, c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. De toute façon, on n'a pas le choix et il faut le faire. Un exemple que je donne souvent et qui, moi, m'avait beaucoup marqué, c'était une finale de Ligue des Champions qui opposait Liverpool à l'AC Milan en 2005 ou 2006. Et à la mi-temps, Liverpool était mené 3-0. J'étais pas dans le vestiaire de Liverpool à la mi-temps, mais je ne pense pas que l'entraîneur ait dit à ses joueurs, bon les gars, est-ce que vous êtes optimistes ou pessimistes quant à nos chances de remporter la coupe? Je pense que l'entraîneur leur a dit, allez, il faut tout donner en deuxième mi-temps et peut-être qu'on parviendra à remonter un peu le score. Et effectivement, à la fin du match, Liverpool a gagné 4-3. Je crois qu'on est pour le moment effectivement à la mi-temps. Et que donc il faut tout donner, mais qu'on n'a pas trop le loisir, c'est une question de riche de se demander si on est optimiste ou pessimiste. Sur la question du capitalisme, je pense que c'est important de garder à l'esprit que c'est aussi une aspiration de beaucoup de populations dans les pays en développement. Alors on peut le juger comme une sorte de force prédatrice, etc. Mais cette aspiration au capitalisme, elle existe dans beaucoup de pays en développement. Et donc la réflexion qu'on peut avoir sur le capitalisme, on ne peut pas l'avoir de façon uniforme sur l'ensemble des pays du monde. Du coup, face à... Ma question, elle porte sur justement cette appréhension de l'Anthropocène par ceux qui en sont plus victimes que les responsables. Et du coup, ce que ça m'évoque, c'est qu'en fait, on est en train de faire l'apprentissage de la puissance, de la responsabilité de la puissance. On arrive à un tel niveau qu'on peut modifier et, comme Icare, se brûler trop près du soleil et retomber. Donc, ceux qui sont moins près du soleil, comment est-ce qu'ils appréhendent l'Anthropocène, si vous avez des éléments, les Indonésiens, comment est-ce qu'ils le perçoivent et comment est-ce que ce concept politique qui arrive peut-être plus de l'Occident ou de ceux qui en sont responsables est appréhendé par ceux qui en sont les victimes? Pour le moment, il ne l'est pas du tout. Objectivement, c'est un concept qui, pour le moment, est un concept uniquement discuté en Occident. Et effectivement, c'est un apprentissage de la puissance, puisque nous avons largement fondé notre puissance sur l'exploitation des énergies fossiles,
qui ont permis aussi, il faut le dire, de grands progrès en matière de démocratie, en matière d'émancipation sociale, etc., mais qui nous ont aussi, quelque part, plongé dans la situation écologique que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, notre difficulté aujourd'hui, c'est un peu la question de comment nous allons apprendre à freiner par rapport à une conception du progrès qui a toujours été une conception du toujours plus, du quitius altius fortius. Comment est-ce que nous allons pouvoir redéfinir cette question du progrès, non pas en termes d'accumulation et de plus, mais en termes de mieux. Et je crois que c'est ça la difficulté. Et donc comment est-ce qu'on peut, quelque part, s'accommoder de l'idée qu'il faille ralentir et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre qui ont longtemps été assimilées au progrès. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu historiquement une corrélation très très forte entre les courbes de développement et les courbes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc la difficulté, c'est la question de redéfinition du progrès. Souvent, quand on parle anthropocène, on parle assez vite aussi effondrement. En tout cas, c'est une thématique qui s'invite de plus en plus dans le débat public. Comment est-ce qu'un chercheur en sciences politiques comme vous pense l'effondrement ? Je pense que le concept d'effondrement, en tout cas tel qu'il est pensé en Occident, est un concept très égoïste. En fait, on a peur pour nos fesses. La réalité, c'est que cet effondrement, il est déjà en cours dans plein d'endroits. D'abord, il est déjà en cours pour le vivant, et il est en cours dans plein de sociétés en Afrique subsaharienne. Et donc, moi, je ne peux pas partager, si vous voulez, le discours un peu ambiant sur l'effondrement de la collapsologie, qui est au fond un discours largement dirigé vers son propre nombril. Quand on parle d'effondrement, en fait, on parle largement de l'effondrement des sociétés thermo-industrielles, et donc on parle de nous-mêmes. Et pour moi, l'Anthropocène est précisément un appel à parler des autres plutôt que de nous-mêmes, et donc à réaliser qu'en fait l'effondrement, il est déjà en cours, et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de l'éviter, parce que c'est plus possible, mais il s'agit d'en limiter au maximum les dégâts. Juste un petit mot. Je suis toujours étonné qu'on n'intervienne pas sur l'influence du nombre d'habitants de la Terre sur la dégradation, sur le réchauffement climatique. Hein? Quand on voit la population au début du XXe siècle et à la fin du XXe siècle, je pense qu'il y a une corrélation avec l'émission des gaz à effet de serre et comment s'en sortir. En fait, non. Ah bon. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'en fait, il n'y a pas de corrélation. Parce que l'essentiel des émissions reste produit dans les pays industrialisés, et que globalement, ce n'est pas tant le nombre absolu d'habitants qui va déterminer le niveau d'émissions, mais c'est l'empreinte carbone de chacun. Et donc, en fait, le continent aujourd'hui avec la plus forte croissance démographique, l'Afrique, est aussi le continent avec la plus faible croissance de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc il n'y a pas du tout de corrélation immédiate. Et je dirais, même dans les pays industrialisés qui sont pourtant en situation de repli démographique, eh bien la croissance de leurs émissions de gaz à effet de serre continue. Ou un autre exemple pour prouver cette sorte de décorrélation, si vous prenez deux pays avec une population comparable, la Chine et l'Inde, eh bien la Chine a des émissions de gaz à effet de serre 4 fois supérieures à celles de l'Inde. Donc c'est vraiment l'empreinte carbone de chaque habitant qui va être déterminant, plutôt que le nombre absolu de gens. On ne peut pas établir un lien de causalité directe. Alors évidemment, si on était 10 sur la planète, on pourrait tous voler en jet privé et conduire des 4x4, mais il n'y a pas de lien de causalité directe entre l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de la population mondiale. Si ça vous intéresse, il y a un petit livre qui est très bien fait et qui explique bien parfois les raccourcis et les faux semblants,
qui s'appelle « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» par Emmanuel Pont. Et c'est très bien fait. C'est un petit livre qui se lit très facilement et qui parvient à déconstruire effectivement certaines idées reçues qu'on a sur ça. Merci. Simplement, que penser d'une énergie nucléaire libre, enfin, propre et illimitée ou de son rêve? Vous parlez du thorium? Moi, je parle de l'énergie nucléaire. C'est un débat français, mais pas seulement. Ça redémarre un peu partout, l'énergie nucléaire. Le rêve qui est avec ça, oui. Est-ce que c'est un rêve, une réalité? C'est qu'on aura non seulement une énergie propre, mais illimitée. Or, beaucoup des problèmes qu'on décrit sont des problèmes d'énergie. Vous n'aurez pas une énergie propre parce qu'elle produira de toute façon des déchets. Alors, pour considérer que c'est une alternative acceptable par rapport aux bénéfices de l'énergie nucléaire, vous n'aurez pas non plus une énergie illimitée puisqu'on a choisi largement, en tout cas dans la filière qui se développe, une filière à l'uranium dont les ressources sont limitées. Cela étant dit, on peut considérer effectivement qu'on aurait intérêt, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, à favoriser l'énergie nucléaire. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions quant aux capacités de déploiement de l'énergie nucléaire dans le monde. Notamment parce que, d'abord, c'est une énergie qui a des coûts d'investissement assez lourds et que donc beaucoup de pays émergents ou en développement n'auront pas forcément les ressources économiques pour investir massivement dans des centrales. Le deuxième problème, c'est que vous ne pouvez installer des centrales que dans des pays qui sont relativement stables politiquement et économiquement. Personne ne penserait aujourd'hui à installer des centrales en Afghanistan ou au Mali, par exemple. Et la troisième grande difficulté, c'est que vous avez besoin d'un réseau électrique suffisamment fort et suffisamment performant que pour assurer la distribution de l'électricité produite par une unité centrale. C'est-à-dire que le problème de l'énergie nucléaire qui limite ses capacités de déploiement dans de très nombreux pays émergents ou en développement, c'est le fait que vous avez une unité de production très centralisée qui va produire beaucoup d'énergie et qui va devoir ensuite être distribuée à l'intérieur du pays. Et beaucoup de pays ne disposent pas d'un réseau électrique suffisamment performant que pour distribuer l'électricité à partir d'unités centralisées. Et donc dans beaucoup de pays, si vous voulez garantir un accès à l'électricité, vous allez devoir compter sur des unités décentralisées, ce qui est davantage possible avec des énergies renouvelables ou aujourd'hui malheureusement avec des générateurs au fioul ou avec des poêles à charbon. Et donc je dirais que c'est tout l'enjeu aujourd'hui de ne pas, je dirais, surestimer l'importance, et je parle ici bien au-delà du débat français, de ne pas surestimer l'importance que peut avoir le déploiement de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique mondial. Le mix énergétique mondial aujourd'hui reste composé à 84% d'énergie fossile. Les renouvelables composent 11% et le nucléaire 4%. Il y a 20 ans, les énergies fossiles représentaient 86% du mix énergétique mondial. Ça veut dire qu'en 20 ans, on a réussi à réduire la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial que de 2%, malgré le développement du nucléaire, malgré le développement des énergies renouvelables. Pourquoi? Tout simplement parce que ces énergies à bas carbone se sont ajoutées aux énergies fossiles et n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles. Et donc en fait, ces énergies à bas carbone et leur développement ont permis de faire face au surplus de consommation. Tout l'enjeu aujourd'hui, ça va aussi être de passer par une réduction de la consommation. S'il n'y a pas, je dirais, une logique de sobriété et d'efficacité énergétique, même en mettant des centrales nucléaires partout, des éoliennes partout et des panneaux solaires partout, vous n'allez pas y arriver. Très clairement, le GIEC dit que pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, il faut réduire la consommation de charbon de 100%, donc arriver à zéro, réduire la consommation
de gaz de 70% et réduire la consommation de pétrole de 60%. La consommation de ces trois énergies continue pourtant à augmenter année après année. Et donc il y a un vrai enjeu à ce que les énergies à bas carbone soient dans une logique de remplacement des énergies fossiles plutôt que dans une logique d'adjonction. Merci d'abord pour la présentation ce soir, ah oui, pardon. Oui, sinon. Oui, pardon. Merci pour la présentation pour ce soir, c'est bien qu'on en parle. Justement, pour rebondir, j'ai vu récemment que la Mongolie, par exemple, où j'ai été il y a quelques années, l'augmentation en fait des mines, en fait, de l'exploitation des mines de charbon, parce que c'est un charbon de très bonne qualité qui est vendu autant aux Russes qu'aux Chinois. Et donc les Mongols sont très très heureux parce qu'en gros ils sont passés en démocratie il n'y a pas longtemps. C'est vraiment, on sent qu'il y a une fierté nationale. Et je regardais en fait ces mineurs très heureux de miner pour leur pays et qui sont en fait pas à des années-lumière en fait de ce genre de débat ce soir. Mais quand on voit ce qui se passe avec la Russie en ce moment, quand on voit ce qui se passe avec la Chine, quand on voit en fait qu'on va plus vers une période en fait de césure, juste en termes de communication, en géopolitique, je pense, dans les prochaines années, est-ce qu'il y a déjà en fait des sortes d'estimations sur une vision à très long terme sur comment outrepasser les problématiques géopolitiques pour justement aller vers cette... parce que comment faire changer par exemple les mentalités d'une ville comme Oulan-Bator où la concentration de pouvoir est, surtout car il y a eu en fait une concentration due à des pertes de cheptels de tête, c'était des fermiers, c'était des éleveurs, il y a eu un massacre monstrueux et donc tout s'est reconcentré là-bas. Enfin, je prends cet exemple-là parce que je l'ai vu et j'ai pu parler avec certaines personnes des locaux et ils sont vraiment, enfin, on ne peut pas leur retirer par exemple ça sous prétexte que nous, enfin je pense que vous voyez où je veux en venir, enfin, comment est-ce qu'on pourrait faire à part discuter et encore avec une humilité Nous avons construit l'essentiel de notre richesse à partir de l'exploitation du charbon, du pétrole et du gaz. Et donc, par rapport à des pays qui sont aujourd'hui des pays émergents ou en développement, comme la Mongolie, et qui souvent disposent de très larges réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, au nom de quoi pourrait-on leur nier le droit à se développer eux aussi, potentiellement en utilisant la même voie? C'est très très compliqué, parce que nous n'avons évidemment aucune légitimité morale à leur dire vous devez laisser sous terre le gaz, le charbon ou le pétrole qui est sur votre territoire, sinon ça va être la catastrophe assurée pour tout le monde. Sauf, j'allais le dire, sauf si nous parvenons, quelque part, sauf si nous parvenons à quelque part leur amener des énergies à bas coût qui permettent quelque part de construire une forme de développement et de prospérité non carbonée. On en est très très loin. Notamment parce que chaque pays est encore concentré sur ses propres intérêts nationaux, et y compris dans les solutions technologiques qu'on va envisager. Si je reviens à la question du nucléaire, aujourd'hui, la relance du parc nucléaire, c'est une relance essentiellement du parc nucléaire français. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que les électeurs français le vivraient très très bien si on décidait d'aller financer, avec de l'argent français, des EPR ou des centrales nucléaires à l'étranger. Et le problème, c'est que quelque part, nous sommes effectivement arc-boutés sur nos intérêts nationaux et que les solutions technologiques, y compris les solutions technologiques décarbonées que nous allons mettre en place, nous allons chercher à les mettre en place avant tout pour nous-mêmes. Alors qu'honnêtement, le climat se fiche éperdument que la France réduise ses émissions par rapport aux émissions de l'Inde, du Mexique ou de l'Égypte. Alors là, ça va être la dernière question. Et parce qu'après, on va devoir passer à la... Et si vous voulez, le drame, c'est qu'on peut discuter de la question de réinvestir massivement dans le nucléaire ou pas. Ça, c'est une question politique et là n'est pas la question. Mais si on considère l'intérêt du climat, il vaudrait beaucoup mieux que cet argent pour le développement du parc nucléaire aille en Égypte ou au Mexique ou en Indonésie. Merci pour ces propos.
ce soir, je pense que nous sommes réunis parce que nous avons tous les mêmes motivations. Nous parlons beaucoup des autres, c'est-à-dire des systèmes, du capitalisme. Et moi, personnellement, pour essayer de réfléchir, j'essaie de me regarder moi-même d'abord pour me dire en moi-même comment je peux agir, comment je peux réfléchir. Donc je vais prendre un exemple tout simple qui est, je pense que nous aimons tous prendre une douche un peu chaude. Alors on calcule le temps, le chauffe-eau, etc. On se dit voilà, on a droit à 4 minutes de douche. Et puis au bout de 4 minutes, la douche doit se terminer. La conscience sait qu'il faut l'arrêter, mais en fait, vous dites allez, 2 petites minutes de plus, et puis allez, une troisième. Et finalement, c'est difficile de s'arrêter. Donc on prend les 3 minutes d'eau chaude supplémentaires. Donc en fait, moi personnellement, je regarde comment fonctionne notre cerveau qui a été forgé par des milliers d'années sur la survie de l'espèce, etc. Et puis d'un coup, en 50 ans, notre cerveau est complètement bousculé, il faut que tout change, mais comment notre cerveau peut de lui-même accomplir ces changements alors que nous sommes programmés sur d'autres choses? Et donc, comment on peut travailler sur nous-mêmes pour essayer de changer ça? Moi, personnellement, je n'y arrive pas. Donc, à mon petit niveau, à moi, 3 litres d'eau chaude, ça n'est rien. Enfin, 3 minutes d'eau chaude, ça n'est rien. Mais vous imaginez des millions, des milliards de gens qui prennent 3 minutes de plus d'eau chaude, c'est la moitié d'un océan. Donc, en fait, voilà, c'est donc la question que je me posais, c'est comment, sur soi-même déjà, comment on pourrait avancer et changer ce système entre cette conscience et la manière dont nous sommes construits. Très clairement, je pense qu'il ne faut pas compter sur notre cerveau. C'est l'intérêt de développer des mécanismes d'action collective, c'est-à-dire des mécanismes d'action qui nous dépassent. Je pense que ce qu'on pourra faire au niveau individuel, dans nos changements de comportement, et je ne veux pas du tout dire que ces changements de comportement n'ont pas d'importance, et je ne veux pas du tout jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ça sera des changements de comportement que nous aurons parce qu'ils nous permettent de nous sentir bien par rapport à nous-mêmes, de nous faire bien voir par rapport à notre entourage, par exemple en prenant des trains de nuit pour partir en vacances et en faisant des photos sur les quais ou dans les trains couchettes qu'on mettra ensuite sur Instagram de façon à nous faire bien voir de notre entourage. Ça peut être, je ne juge pas, ça peut être un élément important de changement, et je préfère effectivement des gens qui partent en train de nuit parce qu'ils auront beaucoup de likes sur Instagram avec leurs photos dans les trains couchettes ou sur les quais de gare. Nous aurons des changements de comportement individuels qui seront parfois motivés par la question des prix, ou parfois ça sera intéressant, ça sera objectivement un investissement intéressant, notamment de remplacer sa chaudière ou de mieux isoler son habitation. Ça sera quelque chose qui sera relativement intéressant. Mais donc je ne pense pas qu'il faille compter sur, quelque part, une sorte de vertu spontanée qu'on aurait dans notre cerveau. Un bel exemple là-dessus, c'est comment Toyota est devenu le constructeur numéro 1 aux États-Unis. Et Toyota est devenu le constructeur de voitures numéro 1 aux États-Unis grâce à leur voiture hybride, la Toyota Prius. Et le coup de génie marketing de Toyota, ça a été de faire un modèle de voiture, la Prius, qui n'existait qu'en format hybride. Alors qu'au même moment, les constructeurs américains développaient aussi des modèles de voitures hybrides, mais ce n'étaient pas des modèles spécifiques. Il fallait ouvrir le capot pour voir si c'était un moteur thermique ou un moteur hybride. Mais vous ne le reconnaissiez pas directement à la forme de la voiture. Et en fait, tous les Américains qui voulaient une hybride voulaient une Prius. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient une Prius? Parce qu'ils voulaient signaler à leur entourage, à leurs voisins, à leurs collègues, qu'ils roulaient en Prius. C'est ce qu'on appelle en marketing le virtue signaling, c'est-à-dire regardez-moi comme je suis vertueux et comme je fais bien les choses. Regardez-moi comme je prends le train de nuit et comme je pars à Rome en train de nuit. Nous sommes ainsi constitués. Et donc, j'ai envie de dire que sur cet aspect-là, au moins, sans doute la fin justifie les moyens. Et donc, si on peut y arriver par le virtue signaling, tant mieux. Si on peut y arriver par des logiques de prix, tant mieux. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut absolument, je crois, dépasser la question de nos comportements individuels pour
passer à l'action collective, parce que nous vivons tous avec nos contradictions. Et moi, je ne crois pas du tout à cet idéal de pureté écologique. Moi aussi, je prends l'avion, moi aussi, je mange de la viande, et donc je m'insurge un peu toujours contre ceux qui voudraient donner des leçons et se prétendre plus vertueux que les autres. Personne, je veux dire, ne peut prétendre à cette forme de perfection ou de vie zéro carbone. Mais par contre, nous pouvons nous mobiliser pour l'action collective. Et ça, je crois que c'est très important de déployer des mécanismes d'action collective qui vont parvenir à faire certains changements qui vont en entraîner d'autres. Et là encore, il y aura beaucoup de freins à l'action collective. Il y a le frein qui consiste à dire nous ne représentons en France que 1% des émissions. Il y a le frein nationaliste en disant à quoi ça sert que nous agissions en France si de toute façon la Chine ouvre des centrales à charbon, etc. Il y a parfois, et je le dis de façon un peu provocatrice, parfois le frein militant qui consiste à dire de toute façon c'est la faute du capitalisme. Et quelque part en disant il faut changer le capitalisme et tant qu'on sera dans un système capitaliste, ça ne changera pas. Le problème c'est que si vous devez faire du renversement du capitalisme le préalable à la lutte contre le changement climatique, je crains qu'on doive attendre encore longtemps. Et quelque part c'est parfois aussi un mécanisme de défense que de vouloir quelque part mettre en cause le système pour ne pas, quelque part, prendre soi-même sa responsabilité de l'action collective. Et donc, collectivement, il y a aussi beaucoup de freins, mais je crois que c'est vraiment très important de ne pas compter uniquement sur la vertu de notre cerveau, parce que, c'est malheureux à dire, mais notre cerveau n'est pas vertueux. Et justement, c'est l'action collective qui permet de dépasser ça. Bien sûr. Quel est le meilleur système? Le système capitaliste, le marché qui n'est pas forcément vraiment le meilleur non plus, quoi. Ah mais tout le monde... Ah mais attendez, je ne suis pas ici en train de... Tout le monde est bien d'accord pour dire que le système capitaliste n'est pas du tout le meilleur système économique le plus favorable à la lutte contre le changement climatique, et que c'est largement une logique capitaliste qui nous a mis dans la situation où on est, notamment en cherchant la question des profits de court terme et en négligeant les questions de long terme. Le problème, c'est qu'on est un peu coincé maintenant, et que donc j'ai envie de dire que, vu le peu de temps qui nous reste, on n'a pas trop le loisir. Si vous voulez, je préfère les petits matins au grand soir.